Bienvenue au Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Gabriel. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, salut. Mon nom est Gabriel Tessier et je suis directeur de solutions Modern Workspace pour KPMG Égide. Super. Et justement, tu viens, nouveau collaborateur, j'espère permanent sur le podcast, qui va venir justement nous entretenir de tout le volet sécurité de MO365, de différents axes par rapport à ça. La première chose qu'on va toucher, c'est l'accès conditionnel, qui est, à mon avis, l'élément fondamental au niveau de la protection des identités dans Azure AD, qui est un élément primordial, et conséquemment dans toute la consommation des services O365, qui est vraiment, à mon avis, la première guérite qui vient assurer une cohérence par rapport à l'ensemble, et à certains égards, un peu de Zero Trust également qui est là-dedans. Fait que je vais te laisser commencer à présenter qu'est-ce que c'est et comment on peut bien le configurer. Exactement. Dans Azure AD, on va parler aujourd'hui de tout ce qui est règles d'accès conditionnel et moi, j'aime bien donner une image, représenter un peu les règles d'accès conditionnel et tout la sécurité relative à l'identité comme étant un peu la colonne vertébrale de la sécurité d'un environnement Microsoft 365. On veut commencer par sécuriser l'identité et les accès à l'environnement. Donc, c'est quoi des règles d'accès conditionnel? Comme vous l'avez peut-être déjà entendu, point de vue sécurité, là, une des premières recommandations qu'on va faire, surtout dans un environnement cloud où on est exposé sur Internet, on parle de la mise en place de l'authentification multifacteur, inévitablement pour ajouter une couche de protection solide au niveau de l'authentification. Et c'est notamment ce que va permettre des règles d'accès conditionnel. Quand on parle de règles d'accès conditionnel, le nom le dit, c'est de donner des conditions pour octroyer un accès à l'environnement. Donc, ça peut prendre toutes sortes de formes. Oui, on peut parler d'authentification multifacteur, mais il y a toutes sortes d'autres conditions aussi qu'on peut mettre en place avec ces règles-là, qui vont prendre en compte toutes sortes de facteurs différents au niveau de l'authentification. Première question, c'est quel type de licence que ça prend? Parce que tout l'environnement en O365, pour ceux qui ont moindrement touché à ça, il y a une pléthore de licences différentes et justement qui permettent l'accès à certains services. L'accès conditionnel, lui, est disponible à peu près dans quel type de licence? Quand on parle si on commence en parlant d'authentification multifacteur, à la base, pour faire de l'authentification multifacteur bête et méchante dans un environnement M365, il n'y a pas besoin de licence spécifique. On peut exiger le multifacteur aux utilisateurs par défaut, mais il n'y aura pas de personnalisation possible ou de contexte spécifique qu'on peut ajuster comme on le souhaite avec des conditions comme on le voit avec les règles d'accès conditionnel. Maintenant, pour répondre à ta question, au niveau des règles d'accès conditionnel en tant que telles, on parle de minimalement Azure AD Premium 1. Pour pouvoir mettre en place ce type de règles-là. Pour certaines règles un peu plus avancées, on va parler de Azure AD Premium 2. Très intéressant. Justement, là, je pense que je vais te laisser continuer. Je t'ai juste interrompu dans ton élan. Alors, il n'y a pas de problème. On va pouvoir commencer à creuser un petit peu les différentes options. Dans le fond, l'objectif que j'ai avec vous aujourd'hui, c'est de rentrer dans l'interface, de constater c'est quoi les options qui s'offrent à nous pour que vous puissiez ajouter ça à votre boîte à outils et un peu vous démêler parce que c'est pas quelque chose qui est extrêmement complexe, les règles d'accès conditionnel, mais il y a beaucoup d'options. Donc, on peut devenir un peu confus là, en regardant tout ça. Donc, on va essayer de démêler tout ça puis regarder qu'est-ce qui est possible. Donc, j'ai mon bandeau de ninja, ma chemise de flamant rose. Je suis prêt à... Je dirais que 98% de travailler dans Microsoft 365, c'est d'être bien disposé psychologiquement. C'est prêt à tout. Exactement. Donc, je vais partager mon écran. OK, c'est bien arrivé. Parfait. Pour ceux qui écoutent la version que audio, on va tenter de faire une description de ce qui se passe, mais ça va peut-être toujours un peu plus facile d'aller voir la vidéo directement sur YouTube qui va être beaucoup plus parlant à ce moment-là. Donc, ici, on est dans un environnement de démonstration que j'ai monté explicitement pour vous aujourd'hui. Donc, c'est un environnement pour lequel il n'y a aucune mesure de sécurité qui a été appliquée actuellement.
Et au moment où ça va être diffusé, je vais soit l'avoir supprimé ou avoir ajouté des contrôles dessus. Et on va ici dans la section règles d'accès conditionnel. J'ai mis l'interface en anglais. Ça, c'est une des premières recommandations que je fais. En tout cas, souvent, il y a des traductions qui sont mal faites par expérience, là, puis qui donnent pas des descriptions très parlantes ou parfois qui peuvent induire en erreur. Donc, j'ai tendance à mettre l'interface en anglais. Et on tombe ici dans la section où on peut aller créer des règles d'accès conditionnel. Pour vous donner une idée, ça ressemble à quoi? Quand on crée une nouvelle règle d'accès conditionnel, ici, on commence d'abord en inscrivant un nom. Et petite recommandation pour vous, si vous voulez vous faire une nomenclature quelconque ou à tout le moins les numéroter, ça peut vous aider à identifier les règles d'accès conditionnel pour le futur parce que, par expérience, on peut se ramasser à avoir parfois plusieurs dizaines de règles d'accès conditionnel et l'interface d'Azure ne nous permet pas de filtrer ou de trier les règles. Donc, il faut quand il n'y a rien pour identifier une règle, ça peut être difficile là, d'aller se retrouver dans notre liste de règles d'accès conditionnel. Ouais, je vais rajouter aussi par expérience, justement, de la nomenclature est importante. Là, tu as utilisé le numéro, mais au moins d'identifier certains éléments. Réfléchissez à votre nomenclature. Donc, pour inclure si elle bloque, si elle permet, ça fait un peu ses fonctions, justement, pour que ce soit rapide, sans que vous ayez devoir à chercher pendant des heures à savoir où c'est, puis qu'est-ce que ça fait exactement, justement, de vous repérer beaucoup plus rapidement. Exactement. Donc, je propose qu'on rentre dans quelques règles d'accès conditionnel classiques qu'on va recommander pas mal à n'importe quel environnement. Évidemment, comme je l'ai mentionné, il y a énormément d'options. C'est possible de personnaliser beaucoup et il n'y a pas deux environnements qui vont être identiques habituellement. Là. Chez les différents clients chez lesquels je suis passé, il y a toujours des exigences plus spécifiques qu'on va pouvoir mettre en place de façon personnalisée. Mais habituellement, on va rentrer dans les différentes règles qu'on recommande de façon plus classique. Donc, pour commencer, une des premières règles qu'on va souhaiter mettre en place habituellement, c'est d'aller bloquer tout ce qui est protocole d'authentification désuet, ce qu'on appelle legacy. Donc, on peut mettre, par exemple, BLK pour bloc, puis legacy A, par exemple, avec un 0.1. Il y a toujours la première section ici. On peut toujours sélectionner pour quel type d'utilisateur on souhaite que la règle s'applique. Donc, on peut aller sélectionner par utilisateur ou si il y a All Users qu'on peut utiliser pour sélectionner tous les utilisateurs. Ou on peut y aller par rôle directement au niveau des différents rôles Azure AD. Donc, ici, ce qu'on va souhaiter faire, quand on parle de protocole d'authentification legacy, on parle de choses comme ActiveSync, tout ce qui est aussi les anciennes suites Office comme Office 2013 et plus bas. Ce que ça implique, c'est des protocoles d'authentification qui ne supportent pas l'authentification multifacteur. Donc, si on ne les bloque pas, le comportement par défaut implique que quelqu'un qui utilise, par exemple, Office 2007 pour accéder à des éléments à des documents de l'environnement, va pouvoir bypasser tout ce qui est authentification multifacteur. Donc, c'est pour ça qu'on va vouloir aller bloquer ce genre de protocole d'authentification-là. Donc, on veut nécessairement, habituellement, que ça s'applique à tous les utilisateurs. En exclusion, habituellement, là, je ne l'ai pas fait comme je l'ai mentionné, j'ai pas mis aucun contrôle de sécurité, mais habituellement, dans un environnement M365, on souhaite avoir ce qu'on appelle des comptes break glass ou des comptes d'urgence pour pouvoir aller pour garder mainmise dans le fond sur l'environnement en cas de force majeure s'il y a quelque chose qui arrive, par exemple quelqu'un qui se trompe dans une règle d'accès conditionnel puis qui vient bloquer tout le monde, on veut être en mesure d'avoir des comptes d'urgence en exception pour pouvoir garder un accès à l'environnement. Donc ici, j'irai mettre un compte, mes comptes d'urgence en exclusion de la règle. Et c'est ce qu'on va faire systématiquement pour toutes les règles d'accès conditionnel habituellement. Après avoir sélectionné pour quel type d'utilisateur on souhaite que la règle s'applique, on rentre dans la section Cloud Apps or Actions ici. Donc, on sélectionne pour quelle application cloud on souhaite que la règle
s'applique. Et là, on a Azure qui me fait une actualisation. Ah, la session a expiré, OK. J'ai mon bandeau de ninja, tout va bien. Pas bien long. On va retourner dans la section de règles d'accès conditionnel. Je vais refaire mon 01 BLK. Legacy Hop. Je resélectionne tous les utilisateurs. Je remets virtuellement en exclusion mon compte Breakglass et voilà. Donc, c'est ça. Dans la section Cloud Apps or Actions, la majorité des règles qu'on va vouloir créer vont s'appliquer à l'ensemble des applications cloud, mais on peut quand même aller sélectionner des applications spécifiques si on le souhaite ou en mettre en exclusion. Donc, ici, encore une fois, étant donné qu'on veut bloquer les protocoles d'authentification legacy pour toutes les connexions à partir de n'importe quelle application cloud, on va sélectionner All Cloud Apps. Et c'est à partir d'ici qu'on peut sélectionner les différentes conditions qui vont faire en sorte que la règle s'actionne ou non. Donc, il y a, comme vous voyez, toutes sortes d'options qu'on peut sélectionner. Et ici, on va pouvoir utiliser une option dans Client Apps ici qui nous permet d'aller sélectionner seulement que tout ce qui est dans la section Legacy Authentication Clients. Donc, j'ai cliqué sur Conditions, Client Apps. J'essaie de décrire pour les gens juste en audio. Et on peut voir qu'on peut configurer la règle seulement pour qu'elle s'applique sur tout ce qui est Legacy Authentication Clients. Donc, on parle ici de Exchange Active Sync Clients et tous les autres clients. Donc, on parle de, comme on peut le voir ici dans le descriptif, tout ce qui est POP, IMAP, SMTP, etc., qui va s'appliquer. Une fois qu'on a déterminé le scope de notre règle, donc les utilisateurs, les applications cloud et les conditions qui vont faire en sorte que la règle s'applique ou non, c'est là qu'on peut aller sélectionner quel genre de contrôle qu'on souhaite que la règle fasse ou mette en force. Donc, encore une fois ici, ça s'applique à tous les utilisateurs pour toutes les applications cloud. Et là, on vient de sélectionner, dès qu'il y a un protocole d'authentification legacy, qu'est-ce qu'on va vouloir qu'il se passe? Dans ce cas-là, on souhaite que ça bloque l'accès, tout simplement. Donc, on a différentes options ici. On pourrait aller exiger que la règle demande un appareil compliant ou j'oublie le terme français. Bref, on pourrait exiger toutes sortes de choses. Ici, on veut simplement que ça bloque l'accès. Dans un environnement client, si vous êtes en production, que vous n'avez pas d'environnement de test, habituellement, on va souhaiter commencer, s'il y a de l'activité dans le tenant de production, là, commencer avec un report only. On peut activer la règle sous ce format-là pour être en mesure, après ça, de voir dans les journaux quels utilisateurs auraient été assujettis à cette règle-là. Est-ce qu'il y a des cas où ça aurait été problématique ou non? Pour les besoins de la cause, aujourd'hui, on va prendre pour acquis qu'on est dans un environnement de démo. On peut aller directement avec On. Et vous voyez que dans cette section-ci, des règles d'accès conditionnel, Microsoft nous met tout le temps un beau petit message en rouge d'avertissement. Don't lock yourself out. Parce qu'ils savent pertinemment que c'est arrivé trop souvent. Ouais, c'est un peu plate de perdre le contrôle, surtout quand on est le global admin puis il n'y en a pas d'autres, puis on a oublié de mettre un breaking glass et ainsi de suite, là, parce que là, ça s'applique en théorie à user, c'est pour ça qu'il a chialé. Si on met des exclusions, justement, là, pour les breaking glass, entre autres, il va pas chialer ou moins chialer sur ce genre de choses-là, justement, pour pas qu'on doive appeler le support de Microsoft pour nous sortir du pétrin, là. Exactement. Donc, on a notre première règle d'accès conditionnel qui va aller bloquer les protocoles d'authentification legacy. Ça, c'est un classique qu'on met systématiquement, habituellement. J'ai pas vu d'environnement qui a pas ça. Ensuite de ça, ce qu'on va souhaiter mettre en place, bon, selon le contexte de votre entreprise ou du client, on a parlé tout à l'heure d'authentification multifacteur. On va vouloir souhaiter mettre en place
du MFA. Donc, on peut aller avec une règle qui va faire appliquer ce contrôle-là. Puis selon le contexte, ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est que, en tout cas, selon mon expérience, c'est que le MFA va être demandé typiquement pour des utilisateurs qui se connectent à partir de l'extérieur du réseau corporatif, par exemple, ou à partir des appareils qui ne sont pas corporatifs non plus. Donc, des appareils non gérés, ce genre de choses-là. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Donc, par exemple, aujourd'hui, on pourrait faire en sorte que cette règle-ci va demander le MFA pour tous les utilisateurs qui ne sont pas sur un réseau, sur le réseau d'entreprise, par exemple. Donc là, je viens de mettre le nom de ma règle, donc 02 MFA, trait d'union, All Users Non-Corporate Network, par exemple. Encore une fois, je vais sélectionner All Users comme scope d'application pour que ça s'applique à tous mes utilisateurs. Je mettrai en exclusion mon compte Breaking Glass. On va souhaiter faire en sorte que la règle s'applique pour toutes les applications, encore une fois. Et là, au niveau des conditions, c'est là qu'on va aller indiquer la localisation, dans le fond, qu'on souhaite que la règle valide pour pouvoir demander le MFA. Donc, on a une option qui s'appelle Locations dans nos conditions. Je vais pouvoir aller configurer ici et lui dire pour n'importe quelle localisation, sauf en exclusion les localisations desquelles je fais confiance. Donc, il y a une option qui s'appelle All Trusted Locations, où je pourrais être plus spécifique et aller sélectionner directement une localisation que j'ai pas créée. Là, on peut aller se créer des localisations dans l'interface. Je vous le montrerai plus tard. Des règles d'accès conditionnel. Donc, j'aurais pu aller me créer une localisation qui est mon réseau corporatif, puis la sélectionner spécifiquement ici. Donc, on met ça en exclusion et on va aller exiger ici Require Multi-Factor Authentication dans mes contrôles d'accès. Mes Access Controls Grant Require Multi-Factor Authentication. Donc, juste pour récapituler ce que ça va faire pour tous les utilisateurs, toutes les applications cloud, on valide que ça provient de n'importe quel endroit, sauf les endroits desquels on fait confiance, donc notre réseau corporatif. On demande le multifacteur pour tous ces endroits-là. Et on peut mettre ça. Je vais le mettre en report only parce que je vais. J'ai oublié de faire ça. C'est ça. Juste pour être sûr que je m'embarre pas. Ce qui est important aussi, parce que pendant que tu joues là-dedans, puis pour l'avoir fait, il faut faire attention dans la manipulation des accès conditionnels, surtout ne pas faire ça en plein jour, parce qu'il arrive que certaines des conditions vont remettre à zéro les sessions qui sont actives, c'est-à-dire que tous les utilisateurs vont devoir se réauthentifier. Donc, en plein jour, c'est peut-être que vous ne ferez pas beaucoup d'amis. Si vous faites ce genre de choses-là, faites-le en dehors des heures de production, ou en tout cas, comme tout changement normal doit s'exécuter, là, il faut être prudent. Là. Exactement. Et je vais vous montrer la section qui permet de créer des localisations. Justement, tant qu'à en avoir parlé dans la dernière règle, c'est juste ici, dans l'onglet Manage, il y a Named Locations ici. Et il y a différentes façons de le faire. Donc, on peut y aller par IP Ranges Location, comme je l'ai mentionné, pour aller identifier des plages d'adresse IP de corporatifs, par exemple, ou encore par pays. Donc, il y a plusieurs organisations qui aiment bien créer des règles d'accès conditionnel pour permettre l'accès à l'environnement seulement à partir de certains pays. Donc, ça aussi, ça fait partie des règles classiques qu'on peut voir. Donc, ici, je vais créer une nouvelle localisation juste pour vous donner un exemple à cet effet-là. Donc, on clique sur Countries Location. On indique c'est quoi le nom de la liste de pays qu'on met ici. Donc, mettons, je peux mettre Not Trusted, par exemple.
ou à l'inverse dire Trusted Countries. Puis on pourrait dire, par exemple, qu'on souhaite que nos utilisateurs se branchent seulement à partir du Canada et des États-Unis, par exemple. Donc là, j'ai ma liste Trusted Countries qui vient d'être créée. En cliquant dessus, on peut voir que on a le Canada qui a été sélectionné ici et les États-Unis. Et à partir de là, je peux retourner dans la section pour créer une règle d'accès conditionnel avec cette liste-là dans mes arguments de conditions ici. Donc, 0.3. Et puis, on va mettre BLK pour dire qu'on bloque. Et untrusted countries, tiens, par exemple. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est bloquer les connexions à partir des pays desquels on ne souhaite pas que nos utilisateurs se branchent. Donc, encore une fois, all users, j'exclus mon Breaking Glass account pour toutes les applications. Et c'est encore une fois dans la section conditions que le gros du travail se fait. Je retourne dans la section locations. Et ce qu'on va dire ici, c'est any location sauf en exclusion. Et là, je peux aller sélectionner plus spécifiquement mes trusted countries que j'ai créées précédemment. Donc, la règle s'applique à partir de n'importe où, sauf le Canada et les États-Unis. Donc, du moment où quelqu'un se branche à partir de n'importe quel pays, sauf le Canada et les États-Unis, on va aller bloquer l'accès avec un block access dans la section Access Controls Grant. Donc, on a 3 règles jusqu'à présent. Prochaine règle. Quelque chose que les gens souhaitent parfois faire dans l'environnement. Et puis là, je vais vous montrer un petit peu un petit tour de magie. Pour ceux qui connaissent l'interface d'administration SharePoint, il y a des options de sécurité dans l'interface d'administration SharePoint qui nous permet de faire différentes choses, notamment ici, je suis allé sur le portail d'administration SharePoint dans la section Policies au niveau Access Control et on peut cliquer sur, par exemple, Unmanaged Devices et il actualise ma session encore une fois. Ça, c'est le problème de se préparer à l'avance. Donc, si je retourne, semble avoir... Ah bon, OK. Ça, c'est mon premier tour de magie. Oui. Il détectait pas mes accès comme il faut, puis en l'instant d'une seconde, il les a détectés convenablement. Bref, ici, dans la section Unmanaged Devices, on peut aller faire en sorte que au niveau de SharePoint, on peut modifier l'expérience des utilisateurs. Donc, par exemple, ici, par défaut, au niveau des appareils qui ne sont pas gérés, on peut faire en sorte que les utilisateurs puissent utiliser les applications clientes sur leur PC ou les applications mobiles, autant que un furteur pour pouvoir travailler au niveau des documents dans SharePoint Online, etc. On peut aller faire en sorte qu'il y ait un accès limité, donc seulement à partir du web et il n'y aura pas possibilité, par exemple, de télécharger de documents sur l'appareil s'il n'est pas géré, ou on peut carrément aller bloquer l'accès à tout ce qui est SharePoint Online à partir des appareils qui ne sont pas gérés. Mais diantre, Gabriel, pourquoi est-ce que tu nous parles de SharePoint Online et que tu n'es plus dans la section des règles d'accès conditionnel, me dites-vous peut-être? Parce que si ici, je vais cliquer, par exemple, sur Allow Limited Web Only Access et que je fais Save, qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans le background de Microsoft? Si je vais ici et que j'actualise au niveau de mes règles d'accès conditionnel, et on va voir s'il est rapide aujourd'hui. Pas encore.
Je l'ai testé plus tôt aujourd'hui et ça a été assez rapide, donc je suis confiant. Ah, et voilà. Vous pouvez voir que ce qui se passe quand on va aller modifier ça ici, c'est qu'il se crée des règles d'accès conditionnel automatiquement en arrière qui vont aller faire exactement le comportement que je vous ai mentionné. Donc, on peut soit, plutôt que de passer par ici, moi, c'est habituellement ce que je recommande aux gens, là, plutôt que d'aller passer dans les différentes interfaces, simplement créer les règles directement dans les règles d'accès conditionnel, puis les appliquer exactement comme on le souhaite. Parce que là, ça s'applique seulement à SharePoint. Mais ce qu'on peut simplement faire pour avoir exactement le même comportement, mais pour autant SharePoint que les différents services O365, c'est d'aller se créer une règle d'accès conditionnel basée sur la session d'utilisateur. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Je pense qu'on était rendu à notre règle numéro 4. Et puis, on peut dire 04 session, par exemple. Puis dire que on met App Restrictions. Encore une fois, All Users, je mets en exclusion mon Breaking Glass Account. On peut cliquer sur Select Apps ici parce que c'est pas le genre de règle qui va pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des applications cette fois-ci. C'est un comportement qui est plus spécifique au service de Microsoft 365. Donc, on peut aller sélectionner Office 365, on peut aller sélectionner SharePoint Online. Et de mémoire, je pense que Exchange Online aussi s'applique ici. Donc, on a ces 3 applications spécifiques-là qu'on intègre dans cette règle-là. On peut aller dire, en fait, on n'a même pas besoin d'aller mettre en place de conditions spécifiques ici. On fait simplement indiquer les applications et c'est suffisant pour aller créer la règle qui nous intéresse ici. Puis on a l'option ici, Use App Enforced Restrictions. Use App Enforced Restrictions, ça vient mettre en place sensiblement la même chose que ce qu'on a ici avec Allow Limited Web Only Access. C'est-à-dire qu'on va empêcher l'impression, on va empêcher le téléchargement, ce genre de choses. Et donc, avec cette unique règle de session-là que je viens de créer ici, la règle 04 session, on a le même comportement que ce qu'on a fait pour SharePoint, mais au niveau plus élargi, dans le fond. Donc, ça, je vais aller le remodifier dans l'interface. Ouais, puis c'est fait pour les applications qu'ils supportent parce qu'ils ne supportent pas toutes les applications M365. C'est ce genre de restrictions là, applicatives. Mais c'est très utile une fois que c'est mis en œuvre justement pour réussir à contrôler de façon plus granulaire les accès et comment ces accès-là vont être contrôlés. Pour ceux qui supportent, là, c'est malheureux qu'ils ne supportent pas tous. Hein. Exactement. Puis là, vous avez un exemple concret de j'étais dans le portail SharePoint et je viens de me faire kicker avec la règle qui a été mise en place parce que je suis pas sur un appareil qui est géré par l'organisation dans mon tenant. Mais tout va bien parce que j'ai encore accès à mon portail d'accès conditionnel ici. Donc, je peux simplement, par exemple, aller désactiver cette règle-là ou encore carrément supprimer ces règles-là ici qui jouent le même rôle, qui ont été créées automatiquement. Donc, je suis en train de supprimer les règles d'accès conditionnel relatives à SharePoint qui ont été créées automatiquement et j'ai mis à off ma règle App Restrictions qu'on vient tout juste de faire. Et si je retourne dans mon portail SharePoint, il ne devrait plus avoir de problème. Ouais, c'est un exemple que de justement ce que je mentionnais, de faire attention de ne pas faire ça en plein jour parce que ça peut créer des surprises chez des utilisateurs qui pourraient se retrouver être fâchés. Là. C'est faire ces tests-là à côté ou en dehors des heures si possible. Exactement. Ensuite de ça, une règle classique à nouveau qu'on peut faire. Donc, vous commencez à avoir un peu
Tellement qu'on peut s'amuser longtemps avec des règles d'accès conditionnel, on peut gérer toutes sortes de conditions différentes. Donc, on va faire une autre règle qui va bloquer tout type d'appareil qu'on souhaite pas voir apparaître dans notre environnement. Donc, règle numéro 5 en bloc. C'est quoi appareil en anglais? Device, OK. Device, ouais. Unallowed device types, par exemple. Donc, la règle numéro 5 qui va bloquer les types de devices qu'on ne veut pas voir dans notre environnement. Je remets All Users, j'exclus encore mon Breaking Glass pour toutes les applications cloud. Donc, vous voyez ici que c'est pas mal standard. Là. C'est ce qui revient continuellement d'appliquer les règles en général sur tous les utilisateurs, toutes les applications. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Ensuite de ça, on peut aller dans Device Platforms au niveau de nos conditions et sélectionner les plateformes qu'on souhaite voir apparaître. Donc ici, je suis dans Device Platforms, j'ai cliqué sur Configure et je veux inclure Any Device. Donc tous les types d'appareils vont être inclus, mais j'exclus, par exemple, Android, iOS, Windows et Mac, par exemple. Donc, Windows Phone et Linux, dans ce cas-ci, seraient des types d'appareils que je ne souhaite pas voir dans mon environnement. Puis le petit bémol par rapport à ce genre de règles d'accès conditionnel-là, bon, évidemment, c'est du hardening qu'on est en train de faire. On ajoute des couches de sécurité sur l'environnement, mais il ne faut pas penser que c'est magique, là, dans le sens que Azure va aller valider le type d'appareil avec quelque chose qui est très facilement spoofable. Donc, quelqu'un qui souhaite se faire passer pour un iOS ou un Android n'aura pas trop de misère à le faire. Mais quand même, ça reste une bonne pratique d'aller mettre en place ce genre de règles-là. Donc, on a sélectionné, encore une fois, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Je suis allé avec, un peu comme pour les localisations tout à l'heure, je suis allé avec tout type d'appareil en excluant les types qu'on veut avoir, et puis je crée une règle de bloc. Donc, ça va bloquer tout, sauf ce qu'on a mis en exclusion, notamment Windows, iOS, Android, Linux. Je suis assez confiant que je suis sur un appareil Windows en ce moment. Ça me dit « The configured policy will block all users, so it is not supported ». Hey, je fais une erreur. Donc, pour ceux qui sont en audio en ce moment, l'interface ne me laisse pas créer la règle. Si je la fais en... Si je la fais en report only, on va voir si ça marche. OK. Mais il veut absolument que tu exclues ton admin. Là. il te force la main là, vraiment parce que quand tu lis un peu, fait que si tu te rajoutes comme exclusion, je pense que tu vas y arriver. Là. On va y aller comme ça. Donc là, je suis en train de mettre mon compte d'administrateur en exclusion. Non, mais habituellement, je n'avais pas eu de problème dans le passé, il me semble, avec ça, mais peut-être que je me trompe. Ouais, mais dans le passé, c'est parce que tu mettais tes breaking glass là. Fait que probablement que ça doit être ça. Là, tu as mis 0 breaking glass. Il n'a pas aimé la situation-là. C'est un cas où tu pouvais vraiment te botter sur la Lune et de ne pas être capable de sortir du pétrin. Fait que c'est un exemple justement où, en tout cas, pas partout, mais dans la plupart des accès console, Microsoft s'assure qu'on se peinture pas dans le coin. Là. Mm-hmm. C'est un bon point, c'est ça. J'ai dit je mets en exclusion mon compte Breaking Glass, mais j'en avais pas, en effet. Donc, règle numéro 5, on vient d'aller bloquer les types de devices qu'on ne souhaite pas que nos utilisateurs utilisent dans l'environnement. Prochaine règle. Typiquement, il y a beaucoup d'environnements où ce que les gens vont avoir des comptes de services qui vont devoir aller se brancher dans l'environnement Microsoft 365 pour différentes raisons. On essaie d'en avoir le moins possible. En tout cas, d'un point de vue sécurité, on recommande
le moins souvent possible d'avoir ce type de compte-là parce que c'est impossible de mettre de l'authentification multifacteur sur des comptes de services. Mais pour vous donner des exemples, là, des choses que j'ai vues dans le passé, c'est typiquement des comptes de services, par exemple, qui vont aller faire l'octroi de licence de façon automatisée à des utilisateurs, par exemple, en fonction d'un groupe sur un l'AD on-prem, ce genre de choses-là. Il y a des comptes de services qui peuvent être faits pour ce type d'activité automatisée-là. Et donc, pourquoi je parle de compte de service? Parce que, bon, étant donné qu'on ne peut pas avoir du MFA pour ce type de compte-là, on veut, à tout le moins, s'assurer que le compte soit uniquement en provenance des règles, des adresses IP de confiance. Donc, un petit peu de la même façon que on a créé une règle tout à l'heure pour les pays de confiance. Et comme je l'ai mentionné aussi pour tout ce qui est la règle 02 qui demande le MFA pour les utilisateurs qui ne sont pas sur le réseau d'entreprise, ben, habituellement, ce qu'on va faire ici, si je retourne dans ma règle 02, comme je l'ai dit, ça marche pas le MFA avec des comptes de service. Donc, on va mettre en exclusion nos comptes de service si on en a. Si on en a plusieurs, habituellement, ce que je recommande, c'est de les identifier avec un groupe. Donc, dans Azure AD, on va se créer un groupe, on va mettre nos comptes dedans, puis on peut aller mettre notre groupe de comptes de service en exclusion ici. Et ensuite de ça, aller se créer une autre règle spécifique, étant donné que nos comptes sont en exclusion du MFA, pour aller seulement permettre l'authentification à partir de nos Trusted Locations, de nos IP corporatives. Je vous ai déjà montré un petit peu la poutine de comment faire les Trusted Locations et tout ça, donc je ne vais pas le refaire encore une fois. Puis j'ai pas de compte de service dans l'environnement, là, donc mais juste pour votre information, ce serait une des prochaines règles que je ferais si on avait des comptes de service dans l'environnement. Un autre type de règles qu'on voit souvent dans les environnements M365, tout ce qui est relatif au niveau de risque, tant au niveau de la connexion que des utilisateurs. Donc, ici, on rentre un peu dans un domaine où on croise le service Azure AD Identity Protection. Donc, d'entrée de jeu, quand on a parlé de licence, pour pouvoir utiliser les règles d'accès conditionnel, j'ai mentionné que pour tout ce qui était un petit peu plus avancé, ça demandait Azure AD Premium 2. Et c'est là qu'on tombe dans ce domaine-là. Je peux vous montrer rapidement là. Identity Protection. Azure AD Identity Protection. Je pensais pas rentrer dans le détail de ce service-là aujourd'hui. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on vous entretient déjà en ce moment. Nicolas, tu me diras si tu souhaites qu'on rentre plus dans le détail aujourd'hui là-dessus. Ben, de toute façon, c'est pas super long ce volet-là. Il est quand même assez simple. Là. Fait que oui, on peut le faire justement. Puis c'est ultra utile pour l'avoir vu en production. Ça l'intercepte à peu près 99% de toutes menaces qui peuvent frapper un compte. Là. Oui, ben exactement. C'est vraiment super comme service. En effet, concrètement, ce que ça fait, c'est que il y a deux volets, comme je l'ai mentionné. On parle de User Risk Policy et de Sign-in Risk Policy. Donc, on a les politiques qui vont s'appliquer au niveau d'une connexion ponctuelle. Et puis, ensuite de ça, les niveaux de risque à la connexion d'un utilisateur vont être agrégés ensemble pour aller donner un niveau de risque au niveau d'un utilisateur. Donc, concrètement, si je tente de me connecter à l'environnement et qu'à plusieurs reprises, j'ai un niveau de risque à mes connexions de niveau moyen, par exemple, ben éventuellement, je vais me ramasser en tant qu'utilisateur à avoir un niveau de risque plus élevé. Donc, si on commence, puis encore une fois, là, je suis dans la section Identity Protection, mais ce qui se passe en arrière, c'est, puis cette fois-ci, ça crée pas automatiquement de règles d'accès conditionnel dans l'interface des règles d'accès conditionnel, mais ce sont des règles d'accès conditionnel qui se font là concrètement pour cette poutine-là, parce qu'on peut aller carrément dans nos règles d'accès conditionnel sans se créer des règles qui font la même chose que ce qu'on voit dans l'interface ici. Donc, on est dans Sign-in Risk Policy au niveau des connexions. Encore une fois, un peu comme dans notre autre interface, on sélectionne à quel utilisateur on souhaite que ça s'applique.
le niveau de risque à la connexion. Donc, on peut choisir entre low and above, medium and above ou high. Habituellement, ici, on y va avec un low and above et par défaut, ça dit block access. C'est pas ce que je recommande parce qu'un niveau de risque à low au niveau de la connexion, c'est assez fréquent. Ça va vous donner un niveau de risque niveau de risque bas à la connexion. Pour vous donner un exemple, typiquement, quand vous vous connectez à partir d'un emplacement duquel vous vous connectez pas souvent ou vous vous êtes jamais connecté auparavant, donc si habituellement vous vous connectez à partir de la ville de Québec puis que vous partez en vacances à Montréal, ben vous allez avoir un niveau de risque qui s'applique habituellement bas pour emplacement de connexion inhabituel. Donc, si on dit block access pour tout ce qui est low and above, là, vous voyez un peu quel genre de résultat ça pourrait avoir. Mais ce qu'on va plutôt vouloir faire, c'est faire un allow access pour permettre la connexion, mais d'exiger l'authentification multifacteur. Donc, dès qu'on a un niveau de risque minimal qui est détecté pour une connexion, ben, on va systématiquement demander le multifacteur pour que la connexion se fasse. Et on peut aller à on avec cette règle-là. Ensuite de ça, si on va au niveau de notre stratégie pour l'utilisateur en tant que tel, encore une fois, on a les mêmes paramètres ici, low and above, medium and above ou high. Et au niveau de nos contrôles, c'est un petit peu différent. Encore une fois, on peut simplement bloquer l'accès à mon utilisateur ou on peut faire un allow access mais require password change. Ce que ça va faire concrètement ici, c'est que ça va demander, comme ça le mentionne, à ce que l'utilisateur modifie son mot de passe. Pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on ait soit mis en place ce qu'on appelle SSPR, là, le Self-Service Password Reset, pour que l'utilisateur soit en mesure de modifier son mot de passe par lui-même en utilisant d'autres facteurs d'authentification que son mot de passe, évidemment, si on souhaite changer le mot de passe. Et ou qu'un administrateur que l'utilisateur passe par un administrateur pour pouvoir faire cette activité-là. Donc, ici, au niveau du risque utilisateur, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre au niveau élevé. Et quand un user risk est identifié comme étant high dans l'environnement Azure AD ici, c'est que Microsoft considère que le compte a été compromis. Là. Grosso modo, c'est pas mal ça que ça implique. Pour différentes raisons. Si vous avez password hash sync, par exemple, de mis en place, si vous avez un environnement hybride et que vos hashes de password sont synchronisés dans Azure, ben Azure va être en mesure de scanner différents je cherche mes mots en français, là, différents dumps par rapport à des breaches qui peuvent avoir eu lieu. Et si votre hash de password est découvert, par exemple, ben, il peut aller identifier votre compte comme ayant été compromis. Et à ce moment-là, il va identifier le risque utilisateur comme étant élevé et ça va avoir au résultat le comportement que j'ai mentionné ici. Donc, on va aller faire, par exemple, un Allow Access Require Password Change. Donc, à haut niveau, ça ressemble à ça, Identity Protection, pour aller remédier au niveau de risque des utilisateurs que vous voyez déjà détecté ici que mon compte administrateur, ça c'est le compte que j'utilise en ce moment. Si je regarde dans mon rapport de Risky Users, il dit que mon compte est à risque en ce moment avec un niveau de risque moyen. Probablement parce que je me connecte à partir d'un les premières activations sont généralement très bruyantes. Là. Premiers, disons, le premier 30 jours va créer beaucoup d'alarmes. Ça fait qu'il faut être prêt à vivre avec le temps que l'apprentissage se fasse, justement, qu'il sache l'habitude des différentes personnes qui participent, et ensuite ça se dénue assez rapidement. Mais les premiers temps peuvent justement susciter des choses. Faut pas prendre panique, c'est normal. Faut juste connaître son environnement puis commencer tranquillement à lui laisser le temps de s'apprivoiser. Et s'il y a des gens qui sont outrageusement en retard et qui utilisent encore des appareils Windows 7,
ou plus bas. Je vous dis aussi d'expérience que embarquez pas là-dedans parce que ça va être ingérable. Il y a des alertes qui vont être soulevées pratiquement aux secondes. Je vous parle d'une expérience douloureuse que j'ai vécue. Donc, si quand on a des... Ouais, vas-y, Nicolas. Ouais, ben c'est ça, j'allais dire, si on a des périphériques désuets ou l'usage de navigateurs désuets ou l'usage de choses, là, il est très, très sensible, avec raison à quelques égards, fait que ça nous oblige un peu, puis ça oblige les utilisateurs à devoir toujours se maintenir à jour parce qu'ils tolèrent peu ou pas de marge. Puis j'ai vu même des versions de Teams un peu désuètes, il va tout de suite lever le compte en problème, puis ainsi. Donc c'est un peu... Ça peut être fatigant, mais ça nous oblige à rattraper toujours le réel et le moment présent. Exactement. Donc ici, simplement mentionner que on peut aller gérer le niveau de risque de nos utilisateurs. Donc, pas aller identifier le niveau de risque quand je dis gérer, mais plutôt aller faire un dismiss user risk ou confirm user compromise pour aller dire à Identity Protection que dans ce cas-ci, la connexion était légitime. Donc, je fais un dismiss user risk et ça vient de régler le problème. Et en effet, comme Nicolas l'a mentionné, faut garder un œil un peu plus là, sur ces rapports-là, surtout quand on a un nouvel environnement, parce que ça va définitivement générer beaucoup plus d'utilisateurs à risque et de connexions à risque au départ. Et juste pour vous montrer au niveau des règles d'accès conditionnel, si on avait souhaité le faire à partir d'ici, c'est simplement d'aller dans nos conditions. Et vous voyez ici qu'il y a un peu les mêmes idées. Là. Il y a User Risk Level et Sign-in Risk Level en tant que condition qu'on peut aller paramétrer. Et je pourrais dire, par exemple, que si je veux aller répliquer, par exemple, ma User Risk Policy qu'on vient tout juste de faire dans la section Identity Protection, je pourrais dire User Risk Level à High. Et au niveau de mes Access Control dans ma règle d'accès conditionnel, je peux aller dire Require Password Change ici. Donc, le comportement va être exactement le même. Donc, ça, c'était la petite parenthèse Identity Protection. Si je retourne dans les autres règles qu'on voit de façon plus classique, souvent, on va souhaiter se faire une règle pour aller gérer de façon un peu plus serrée les comptes externes, donc les comptes invités dans l'environnement. Là, j'oublie, on était rendu à laquelle? Je pense que c'était la 6. Ouais, c'est ça. Donc, si je peux créer une 6e règle. Et on peut dire restrict cloud apps guest accounts, par exemple. Ce que je vais vouloir faire avec cette règle-là, c'est que je souhaite sélectionner ici, non pas tous les utilisateurs, mais seulement ici, all guests and external users. Donc, ça me permet d'aller sélectionner tous mes comptes invités et comptes externes dans mon environnement. Et là, un peu de la même manière que la mécanique qu'on a fait depuis le début, je vais choisir toutes mes applications, sauf les applications auxquelles je veux que mes invités aient accès. Donc, si, par exemple, je souhaite que mes comptes invités aient accès à Office 365 et SharePoint et Exchange, par exemple, et là, parenthèse comme ça, si je veux, par exemple, que mes comptes invités aient accès à Teams pour pouvoir collaborer avec des gens de l'organisation, il faut que je vienne spécifier les applications ici, SharePoint Online, pour que ça puisse fonctionner parce que c'est tout interdépendant. Donc, si, par exemple, je mets juste Office 365 et que je crée ma règle comme ça, que je vais bloquer tout le reste, Teams ne fonctionnera pas pour mes comptes invités parce qu'il n'y aura pas SharePoint Online en exclusion. Là, vous allez vous demander comment ça se fait que ça ne fonctionne pas. Et c'est parce que c'est ça. il y a beaucoup d'interdépendance entre les services. Donc, on peut se piéger nous-mêmes comme ça avec des règles d'accès conditionnel aussi parce que c'est pas tout le temps super clair le comportement que ça peut avoir ultimement quand on vient jouer dans des applications comme ça.
Donc là, c'est ça. J'ai sélectionné mes comptes invités, toutes les applications sauf Exchange Online, SharePoint Online et Office 365. Et ce que je vais vouloir faire ici, j'ai pas besoin d'aller indiquer de conditions autres que ça. Je viens faire comme tout à l'heure, c'est une règle de bloc. Donc, ça va bloquer pour mes comptes invités et externes tout sauf les applications que j'ai déjà mentionnées. Et voilà. Ensuite de ça, quelque chose qu'on peut qu'on voit souvent typiquement dans des environnements où ce que le BYOD est permis. On va parler de règles de MAM. Pour ceux qui connaissent le MAM, c'est des stratégies de protection des applications. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans tout le détail de c'est quoi le MAM, puis comment déployer des stratégies de protection des applications avec Microsoft Endpoint Manager, mais ce que vous avez besoin de savoir, c'est que avec Microsoft Endpoint Manager, anciennement appelé Intune, on peut créer des stratégies qui vont protéger, qui vont mettre une bulle sur une application. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? C'est que si vous utilisez un appareil personnel pour le travail et que j'ai mis une stratégie de protection des applications sur Outlook, par exemple, quand vous êtes connecté sur votre compte de l'organisation d'Outlook, la stratégie peut faire en sorte que vous ne soyez pas en mesure de faire un copier-coller entre Outlook et une autre application sur le téléphone, par exemple. Et maintenant, si je veux m'assurer que vous soyez juste en mesure d'utiliser Outlook pour accéder à vos courriels d'entreprise, je vais passer par une règle d'accès conditionnel. Parce que c'est bien beau mettre une bulle sur Outlook, mais si je permets que vous utilisiez n'importe quelle autre application pour accéder à vos courriels d'entreprise, ça donne pas grand-chose. Donc ici, ce que je vais souhaiter faire, c'est faire une règle qui va faire un grant seulement sur AppMam, là, je suis un peu paresseux dans mon nom, là, mais en gros, ici, ce que ça va faire, c'est qu'on va seulement permettre à l'utilisateur d'utiliser des applications qui sont assujetties à une stratégie de protection des applications. Donc, on retombe dans notre fameux All User en exclusion contre Breaking Glass pour toutes les applications. Et là, étant donné qu'on est au niveau des applications mobiles, on y va avec une condition qui spécifie qu'on veut que ce soit des applications mobiles et les desktop clients. Et au niveau de mes devices, je peux aller indiquer qu'on parle seulement de Android iOS, par exemple. Et dans Access Control, dans la section Grant, je vais avoir une option ici qui s'appelle Require App Protection Policy. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer une règle pour tous les utilisateurs, pour toutes les applications. Ça s'applique seulement pour mes appareils iOS et Android, donc mes appareils mobiles. Et pour tout ce qui est application, on souhaite qu'on ait une stratégie de protection des applications, donc une bulle MAM sur l'application pour qu'elle puisse être utilisée. Donc, ce que ça fait ici, mon Grant Access, c'est que si quelqu'un tente d'utiliser une application qui n'a pas de MAM dessus, ça va le bloquer. Il ne sera pas en mesure de se connecter. Et voilà. J'ai parlé BYOD, mais petite parenthèse rapide, là, le MAM, c'est quelque chose qui est très efficace puis qui est très simple à déployer. Donc, typiquement, je recommande tout le temps de le déployer même sur les appareils corporatifs. Donc, c'est pas, ça s'applique pas uniquement pour du BYOD, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi typiquement pour aller sécuriser les applications corporatives dans un contexte de BYOD aussi. Ensuite de ça, si on continue dans la veine de Microsoft Endpoint Manager, très rapidement, encore une fois, Microsoft Endpoint Manager permet de faire quelque chose qui est de déterminer si un appareil est
compliant ou non. Encore une fois, j'oublie le terme français. Là. Conforme. Conforme, merci. Conformité. Donc, c'est ça. Avec Endpoint Manager, on peut aller lui identifier différents critères de conformité pour nos appareils. Et puis, concrètement, si on fait juste ça, se créer une stratégie de conformité dans Endpoint Manager, ben, il va aller identifier mes appareils comme étant conformes ou non, puis ça va rien faire de plus que ça. Donc, là où la valeur embarque avec les stratégies de conformité dans Microsoft Endpoint Manager, c'est quand on vient justement ajouter des règles d'accès conditionnel en parallèle de ces stratégies de conformité-là. Donc, ce qu'on pourrait faire, encore une fois, on est à la règle numéro 8 ici, puis on va faire block non-compliant device, par exemple. Donc, on pourrait se faire une règle qui vient carrément bloquer les appareils qui ne sont pas conformes. Certaines organisations où je suis passé voulaient être un peu plus gentilles, disons, et demander, par exemple, le MFA pour les appareils qui sont non conformes. Donc, ça dépend vraiment du contexte de l'entreprise, comment vous voulez mettre en place tout ça. Mais mettons, pour les besoins de la cause aujourd'hui, on va faire une règle qui va bloquer les appareils qui ne sont pas conformes. Quand on parle de stratégie de conformité, on parle d'un appareil qui est géré avec Endpoint Manager. Donc, si on vient, c'est dans le contexte ici, là, si on vient bloquer les appareils qui sont pas conformes carrément, ben, ça implique que je veux pas de BYOD dans mon environnement. All Cloud Apps encore. Et au niveau de mes conditions, je peux appliquer, par exemple, cette règle-là seulement sur certains types d'appareils ou non. Donc, mettons ici, je veux que ça s'applique à n'importe quoi, donc je ne mettrai pas de conditions spécifiques. Puis, je peux aller ici demander Require device to be marked as compliant. Et là, je me mets en report only seulement parce que si je ne fais pas ça, je vais m'embarrer. Et ici, ça me dit d'exclure. Excusez, je lis rapidement. Policies in report-only mode requiring compliant devices may prompt users on macOS, iOS, Android, and Linux to select a device certificate. OK, bon, ça n'importe plus ici. Donc, on a notre règle ici qui vient bloquer les appareils qui sont non conformes. Moi, je me retrouve dans ma liste ici. OK. Une règle un petit peu similaire dans le contexte où on est dans un environnement Azure AD hybride, puis qu'on souhaite que nos utilisateurs, par exemple, se connectent uniquement à partir d'un appareil corporatif qui est joint au domaine. On peut aller faire une règle un peu similaire de bloc on peut faire bloc unknown device, par exemple. Encore une fois, mes noms de règles ne sont pas ultra réfléchis. Comprenez qu'est-ce qu'on est en train de faire. J'y vais avec un All Cloud Apps. Et là, je peux aller spécifier au niveau de mes conditions le type de plateforme. Donc, je peux aller dire pour tout ce qui est Windows. Et exiger Require Hybrid Azure AD Joint Device. Encore une fois, je vais juste me mettre en report only, sinon je m'embarre. Donc ça, c'est un autre type de règle qu'on va voir souvent. Ensuite de ça, on peut tomber dans des règles. On peut regarder un petit peu plus les règles qui sont de nature de session, par exemple. Donc, si je crée la règle 10, SES pour session, je pourrais dire timeout admin. Bon, je viens de faire une règle 10, session timeout admin. Qu'est-ce que je vais vouloir faire avec cette règle-là?
c'est d'aller contrôler les sessions de mes utilisateurs qui ont des rôles d'administrateurs, par exemple. Donc, étant donné que mes administrateurs sont plus sensibles, je peux aller faire une règle qui va aller s'appliquer uniquement à mes rôles d'administration. Donc, je peux, par exemple, mettre mes global admin. J'irai mettre tous les groupes, les rôles d'administrateurs plus sensibles ici. Donc, ça pourrait aller... on pourrait avoir une belle grosse liste, là, mais ici, je vais juste mettre Global Administrator pour les besoins de la cause aujourd'hui. Dans le fond, tous les rôles d'administrateur que vous utilisez dans votre environnement, au niveau administrateur de facturation, administrateur des utilisateurs, security admin, etc. Pour toutes les applications cloud, encore une fois. Et là, on va dans la section Session. Et en passant pour les comptes d'administration, une des bonnes pratiques pour l'administration de vos environnements Microsoft 365, c'est d'aller non pas utiliser un compte qui est synchronisé à partir de votre AD local, mais plutôt de créer un compte cloud spécifique en parallèle pour faire l'administration de l'environnement, afin de ne pas s'exposer inutilement au niveau des attaques AD on-prem, ce qui a déjà été vu là, dans le passé, mais plutôt d'être capable de faire la dissociation des deux, puis comme ça, on est capable aussi de mettre des contrôles de sécurité spécifiques pour le compte d'administration. Donc ici, au niveau de session, on peut aller faire, par exemple, sign-in frequency, puis dire que je veux que à tous les, par exemple, 8 heures, mes comptes d'administration aient besoin de se réauthentifier. Donc, le jeton de session vient qu'à être désactivé après 8 heures. On peut aussi aller cliquer sur Persistent Browser Session puis aller faire un Never Persistent. C'est si on veut aller loin avec la protection de notre compte admin. C'est un peu tannant, entre guillemets, de mettre ce genre de contrôle-là en place parce que ce que ça fait, c'est que ça vient sensiblement désactiver le SSO. Là. Donc, je vais aller me promener entre mes différents services Microsoft 365 et ça va me demander de me réauthentifier à chaque fois. Mais ça vient empêcher des types d'attaques de vol de jetons de session là, au niveau de mes comptes administrateurs. Donc, habituellement, c'est ce que je vais recommander de mettre en place pour les comptes d'administration. Donc, on vient de créer notre 10e règle pour un timeout admin. Donc, au niveau des règles plus classiques, je vous dirais que ça ressemble beaucoup à ça. Il y a toutes sortes d'autres choses. Oui, c'est un très bon point de départ, justement, ces règles-là. Oui, puis tu sais, là, on n'est pas rentré non plus dans les règles avancées avec Cloud App Security, ou plutôt Defender for Cloud Apps. Encore une fois, au niveau de la section session ici, on peut aller se créer une règle qui va aller rediriger le flux de connexion vers Cloud App Security avec une règle custom policy comme ça. Là, ça dit Use Conditional Access App Control. On peut se faire une custom policy et puis prendre le contrôle, dans le fond, de la session d'un utilisateur sur certaines applications cloud. Pour vous donner un exemple concret, là, on peut carrément aller faire des choses comme aller détecter, par exemple, s'il y a certains types d'informations sensibles qui sont rédigées dans Slack, puis les bloquer. Ça peut aller loin comme ça. Là. Ouais, de toute façon, il reviendra. C'est un morceau en soi, ce qu'on appelait amoureusement le MCAS. Ça servait justement à aller très loin, mais ça, parce que c'est vraiment un sujet à part entière. Là. Exact. C'était seulement pour donner un exemple rapide de ce que ça peut faire, mais en effet, on ne va pas rentrer là. Donc, si on s'en tient à ces 10 règles-là pour aujourd'hui, la dernière petite chose que je pourrais vous montrer rapidement, c'est la section What If ici, parce que, bon, comme vous le voyez ici, on en a fait juste 10, entre guillemets, puis on peut déjà se demander qu'est-ce qui va se passer là, quand mon utilisateur se branche à partir d'un appareil mobile iOS sur un réseau externe. C'est quoi les règles qui vont s'appliquer et tout ça? Ça peut devenir mêlant. Donc, c'est pour ça que Microsoft ont créé ici le What If. Et ce que What If va vous permettre de faire, c'est d'aller identifier, d'aller simuler, dans le fond, la connexion d'un utilisateur.
pour voir qu'est-ce qui se passerait. Donc, si je prends mon compte d'administrateur, que je dis pour n'importe quelle application cloud et je dis que je me connecte à partir de l'Albanie et que je clique sur What If, faut que je rentre une adresse IP. OK. Mettons que je rentre une adresse IP pour moi. Je connais pas l'adresse IP en Albanie, là. Ça, c'est. Mon niveau de connaissance n'est pas aussi élevé que ça. Mettons que je mets quelque chose de complètement aléatoire, voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, vous voyez ici que policies that will apply. On a déjà untrusted country. C'est ça. Dans le fond, ça vous permet de voir ce sur quoi là. C'est parce que j'ai pas rentré tous les éléments. J'ai essayé d'aller un petit peu vite. Là. Mais si je vais plus spécifique puis que je dis iOS à partir d'un protocole d'authentification qui est pas moderne, par exemple, ben on va avoir un peu plus de détails. Donc, vous voyez ici quelles sont les politiques ou les règles qui s'appliqueraient, lesquelles qui s'appliqueraient pas dans ce contexte-là. Donc, vous voyez ici que notre règle de protocole d'authentification legacy viendrait s'appliquer étant donné que j'ai sélectionné un protocole qui est non moderne. Ça viendrait bloquer l'accès. Notre règle relative à un pays duquel on ne fait pas confiance viendrait s'appliquer aussi parce que je viens de l'Albanie, etc. Donc, ça vous donne une idée. Time Out Admin aussi est là parce que mon compte est un compte administrateur. C'est pour vous aider à voir qu'est-ce qui s'appliquait et qu'est-ce qui ne s'appliquerait pas. Super intéressant. Et ça, c'est super utile, ce volet-là, justement, pour ne pas se mettre dans le pétrin. C'est une belle façon de le tester. Puis des fois, là, ça, c'est dans certains angles, c'est les tests pour tout ce qui est les applications elles-mêmes. Je suggère de faire quelques tests dans un environnement de lab, si vous l'avez, parce que les réactions sont parfois étonnantes par rapport à ça. Donc, puis des fois, ça ne sait pas ce qu'on aimerait avoir, ou des fois, ça peut prendre quelques temps avant que ça s'applique réellement. Donc, justement, de mesurer ça correctement. Là. Oui, ça, c'est un bon point aussi. Là. En effet, la réalité du cloud avec Microsoft 365, c'est que règle du pouce, s'il y a un comportement un peu bizarre du moment où on a créé une règle, peut-être attendre une couple d'heures des fois là, avant de retester pour voir si le comportement est encore le même, parce que des fois, il y a un certain délai avant que ça s'applique correctement, en effet. Ben, tout ça est super. Fait que je pense qu'on va. Tu as fait pas mal le tour de tout ce que tu voulais couvrir. Oui, tout à fait. Ben, c'est un premier épisode très intéressant qui va peut-être justement amener d'autres questions. Là. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les. Les plateformes sont sur le site. Je suis un peu partout. Donc, justement, de pouvoir recueillir ça puis pouvoir aller pousser plus loin. C'est sûr qu'on va sûrement faire un épisode supplémentaire là-dessus avec les volets plus avancés, parce que c'est quand même. On a fait un premier survol, c'est super intéressant. Puis je te remercie énormément de cette belle démonstration. Merci beaucoup à toi. Et merci à nos auditeurs. Et en effet, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a parcouru une première surface de nos règles d'accès conditionnel, mais en effet, là, vous avez pu voir qu'il y avait beaucoup d'options. Donc, s'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts aujourd'hui, n'hésitez pas.